Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous allons faire un tour d'horizon des faits et en marquer l'actualité de la semaine. Au menu donc de ce numéro, nous allons évoquer la rencontre du 21 novembre, c'est-à-dire mardi prochain, entre le ministre de l'Intérieur et les partis politiques. Une rencontre donc qui qui fait beaucoup de bruit parce que tout simplement une partie de l'opposition, et l'opposition entre parenthèses significative, a décidé de ne pas se rendre à cette rencontre-là parce que tout simplement elle a posé certaines conditions, certainement dont le pouvoir n'est pas prêt, en tout cas accepter ou bien à remplir. Alors nous allons donc certainement vers un dialogue de sourds, étant donné que cette opposition dite significative, parce que tout simplement elle est majoritaire, en tout cas elle est l'opposition parlementaire, ne devrait normalement pas s'absenter à de grands moments. Nous allons aussi évoquer un autre sujet qui fait débat, c'est-à-dire la situation financière du Sénégal soulevée par l'ancien président Wade lors du Magal de Touba. Il estime tout simplement que la situation du Sénégal est catastrophique ou bien chaotique, tout simplement parce que le taux d'endettement du Sénégal dépasse la normale. Alors nous allons aussi finir par la commission ad hoc de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le vice-président de cette commission, Maître Madi Kenya, qui est par ailleurs le président du groupe parlementaire de l'opposition, alors a décidé de claquer la porte, sinon de démissionner de ce poste-là. Alors est-ce que cela peut créer un blocage au niveau de cette commission qui doit entendre le maire de Dakar, Khalifa Sall, par ailleurs député à l'Assemblée nationale? Voilà autant de thèmes que nous allons proposer à nos chers invités. L'un s'appelle Alassane Cissé, il est membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, il est aussi secrétaire général du nouveau parti. Monsieur Cissé, bonsoir. Bonsoir Georges. Avec vous sur ce plateau, nous avons aussi le plaisir de recevoir monsieur Hassan Ba, il est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, donc membre de la coalition gagnante pour le Sénégal. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir Georges. Alors je commencerai avec vous, monsieur Ba. Alors le 21 novembre, seriez-vous donc de la partie? Eh bien, nous avisons. Nous avons encore un petit temps d'ici le 21 novembre. Pour nous, le 21 novembre ne symbolise pas le dialogue politique national tel qu'évoqué par son Excellence le Président de la République. Il est important de faire le distinguer de choses. La date du 21 novembre a été arrêtée par le ministre de l'Intérieur pour consultation et concertation autour du fichier électoral et les questions qui ont trait un peu au processus électoral. C'est de son domaine. C'est donc une commission technique qu'il veut réunir, faire l'évaluation. Il en a les prérogatives, parce que la loi électorale lui donne cette prérogative, puisqu'il est dit dans le code électoral qu'à chaque mois de février de l'année, il y a ce qu'on appelle la révision ordinaire pour permettre aux personnes qui n'avaient pas encore l'âge électoral de s'inscrire, s'il y a des changements de domicile, d'adresse et autres, s'il y a des pertes de pièces et autres, que ces personnes-là puissent évidemment s'inscrire. Et à chaque fois également qu'on approche des élections générales, telles que les élections législatives ou l'élection présidentielle, il y a ce qu'on appelle des révisions exceptionnelles. Donc le ministre de l'Intérieur gère cette affaire. C'est très loin, ceci, c'est des commissions techniques permanentes qui auraient cours de la manière la plus normale. Maintenant, la différence entre cette concertation technique et le dialogue politique national. Je rappelle que le président de la République a énoncé cela lors de la Tabaski, le 2 septembre 2017. Il avait demandé à la classe politique qu'il était prêt à dialoguer. Depuis lors que le président de la République n'a pas pipé mot. Nous n'avons pas entendu le président de la République parler de dialogue politique, de nous dire le format, encore moins de nous dire les termes de référence, sur quoi, sur quel point voudrait-il discuter avec les composants de la classe politique de façon générale. Jusqu'ici, personne ne le sait. Peut-être que lui et ses camarades de Beno Bokeyakar. Mais en tout cas, nous, l'opposition, jusqu'ici, nous ne sommes pas encore saisis par le président de la République autour des points sur lesquels on doit discuter pour ce qui concerne le dialogue politique national. D'ailleurs, ça me renvoie un peu à nos amis de l'Afrique du Sud. Rappelez-vous, lorsque l'apartheid a été érigé comme une loi extrêmement grave en Afrique du Sud, les Sud-Africains, n'est-ce pas, la classe politique, les citoyens ordinaires, de même d'ailleurs que la société civile, tous se sont levés. Ils ont combattu cette loi, ils ont sorti Mandela des geôles, n'est-ce pas, de nos amis qui étaient au pouvoir en Afrique du Sud. Et après, Mandela a créé ce qu'on appelle la Commission nationale de dialogue et de réconciliation nationale. Tout près de nous, en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a créé la Commission Vérité et Réconciliation. Voilà ces genres de dialogue, je crois,
qui devrait inspirer le président Macky Sall. C'est ce genre de dialogue. C'est ça le dialogue. C'est ça le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas quand même prendre des candidats potentiels, des adversaires potentiels. Je prends le cas du candidat du Parti démocrate sénégalais, l'emprisonner pendant 6 ans, le sortir après 3 ans de purge, l'envoyer en exil ou en déportation au Qatar et dire à ses partisans, venez, on va discuter. Prendre un député, Khalifa Ababacar Sall, pour ne pas le citer, le mettre en prison en dépit véritablement de son immunité parlementaire, qui est une couverture liée à sa fonction de député, et dire à ses partisans, venez discuter. Non, je crois que c'est une aberration. Voilà les questions réelles pour lesquelles je pense qu'il sera très difficile, en tout cas à ce qui concerne l'opposition plurielle, et c'est là qui est la plus importante de façon numérique au niveau national, vraiment d'adhérer, n'est-ce pas, à ce dialogue politique. Encore que Abdoulaye Daouda Diallo n'est pas notre interlocuteur pour le dialogue national. C'est le président Macky Sall, Ali Ngouille, excusez-moi. Ali Ngouille, il n'est pas notre interlocuteur. Notre interlocuteur, nous, en tout cas du Parti démocrate sénégalais, c'est le président Macky Sall qui a eu à prendre les Sénégalais à témoin pour leur demander qu'il a besoin de dialoguer. Nous sommes prêts, mais qu'ils nous disent le format et où et quand, quelles sont les questions pour lesquelles ils devraient nous faire des propositions. Et en ce moment-là, nous donnerons notre avis, nous donnerons nos positions par rapport à ce pour que nul n'en ignore. Voilà, je pense un peu, si vous voulez, comment nous on voit la chose. Mais pour ce qui concerne le 21 novembre, c'est des réunions techniques, sectorielles, franchement, liées au processus électoral. Ça n'a rien à voir avec le dialogue politique. Même si nos amis de l'autre côté pensent que c'est un dialogue. Non, ça, c'est pas un dialogue. Voilà, c'est pas un dialogue parce qu'il y a des préalables à tout ça. Comme il le dit, il va falloir quand même apaiser le climat politique au sein de la classe politique pour pouvoir dialoguer. Il vous a posé, en tout cas, il a cité certains exemples comme le cas de Karim Wade, le cas du maire de Dakar. Alors, Alassane Cissé, est-ce que si tout cela, si le ministre de l'Intérieur ne prend pas en considération ces revendications de l'opposition, ne risque-t-il pas de se retrouver tout seul ou bien avec des petits partis, entre guillemets? Merci Georges de m'avoir invité. Je voudrais saluer la présence de mon ami Hassan Ba, qui est toujours en verve. Vous savez, le président, dans sa démarche, depuis 2012, a toujours érigé le dialogue et le consensus. Et il a appelé plusieurs fois un consensus et un dialogue. Mais les gens n'ont jamais voulu répondre. Parce que le président est conscient que c'est dans la diversité de nos horizons et de nos expériences qu'on peut fédérer toutes les énergies du Sénégal pour en faire un instrument de développement. Alors, il a toujours appelé au dialogue, mais dès qu'il appelle le dialogue, l'opposition se rue dans les brancards pour dire « oui, nous voulons dialoguer sur tout ». Vous savez, nous de la majorité, on n'a pas ce problème. On peut dialoguer sur tous les sujets, on n'a pas de tabou. Le président, par l'entremise de son ministre de l'Intérieur, a appelé à ce qu'il y ait une concertation sur le fichier électoral, faire une évaluation et tout, parce que vous savez, nous sortons de diverses élections. Il y a eu, dans certains coins, des problèmes. Prenons le cas de Touba, où ce sont les intempéries qui ont détruit les abris. Et ça a amené des émeutes. Il va falloir que les acteurs se mettent autour d'une table pour créer des conditions pour que demain, il n'y ait plus des abris et que demain, qu'on soit d'accord sur une chose pour faire, pour qu'on ait des élections apaisées. Nous, on parle de dialogue, eux, ils nous parlent de conditions, disant que leur candidat, leur supposé candidat, Karim Wade, qui doit à l'État 138 milliards, qui n'a pas été exilé, qui est parti de son propre gré et qui vit au Qatar. Mais dans des conditions rocambolesques. Non, attendez, vous savez, il y a eu une demande de grâce. Il a accédé à cette demande. Il a été gracié, il est parti au Koweït, au Qatar. Mais il doit toujours 138 milliards à l'État du Sénégal. Il me parle, je croyais que le PDS n'allait pas défendre Khalifa Sall sur ce sujet. Si vous vous rappelez le 10 juin 1993, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, avec le cas Modessi, qui a été arrêté 6 jours après l'élection et 20 jours avant l'installation de l'Assemblée. C'est ce même Khalifa Sall, ministre chargé des relations avec les assemblées, qui disait
que Modossi ne peut en aucune façon bénéficier d'une quelconque immunité parlementaire parce qu'il a été attrapé avant d'être député. Mais lui, il a été arrêté comme maire. Modossi était dans la liste du PDS et compétissait. Lui, il n'a jamais compétit avant. Il a été arrêté 5 mois avant. Alors si vous, aujourd'hui, vous ravalez vos vomissures pour aller défendre Khalifa Sall, ça pose problème. Ce n'est plus un problème politique, mais c'est un problème personnel que vous mettez en avant. Alors je crois que nous pouvons faire le dialogue, ça se fera. Le président a fait son devoir. Il a appelé à des consensus, il a appelé l'opposition à un dialogue par l'entremise de son ministre de l'Intérieur. Mais il a dit que le ministre de l'Intérieur n'est pas leur interlocuteur en termes de dialogue. Vous savez, le président se met au-dessus de la mêlée pour être un arbitre. Parce que tout ce qui sortira là-bas reviendra, quand il y a des accords, c'est le président qui doit arbitrer. Comment le président peut-il être juge et partie en même temps? Alors, il faut le laisser prendre de la hauteur, que les partis discutent avec son ministre de l'Intérieur. Ce qui en sortira comme consensus sera traduit en acte ou en loi. Mais donc, je crois que M. Alassane Cissé, il va falloir quand même qu'on accorde les violences. C'est-à-dire, soit il s'agit d'un dialogue national, d'un dialogue politique, ou bien il s'agit d'une concertation autour des questions électorales. Nous avons toujours priorisé des concertations depuis 2012. Il y a eu la concertation, les assises nationales de l'éducation. Il y a eu une concertation sur le dialogue des territoires. Il y a eu une concertation sur la santé, sur l'éducation, sur la formation. Il y a eu le forum de l'administration. On a sectorisé le dialogue parce que nous ne pouvons pas être d'un seul coup un dialogue avec des acteurs multiformes. On a voulu sectoriser cela, en fait, pour qu'il y ait un dialogue sectoriel. Et les politiques doivent dialoguer. Soit c'est en vue de réparer certains dégâts qui ont été causés dans le processus électoral, ou bien dialoguer sur des questions économiques, sociales et environnementales. Mais ce que l'opposition refuse, c'est dialoguer sur les problèmes de fond, sur l'économie, sur le social, sur l'environnement. Vous n'entendrez jamais l'opposition débattre sur ces questions. Vous les entendrez toujours dire, voilà, un tel a volé, le président a fait ceci, tel ministre a fait cela, mais jamais sur des questions de fond. Voilà, donc M. Ba, vous l'avez entendu, hein, il s'agit d'un dialogue sectoriel, c'est-à-dire maintenant qui va porter sur les questions électorales, des questions importantes quand même, hein, parce que là, comme vous avez contesté les résultats des dernières élections législatives, je crois que donc c'est de votre devoir quand même d'être à la table des négociations ou bien à la table de ces dialogues-là pour poser vos conditions ou bien pour reposer même ces questions électorales. Je voudrais rappeler, Georges, à vos téléspectateurs et à l'opinion nationale et internationale qui nous suit en ce moment, que s'il y a un parti de dialogue au Sénégal, c'est bel et bien le Parti démocratique sénégalais. Le PDS, sous la houlette du président Wade, a dialogué avec Léopold Sédar Senghor. Le PDS, sous la direction du président Abdoulaye Wade, a dialogué avec le président Abdou Diouf. Et par 2 fois, le PDS est entré dans le gouvernement intitulé d'alors la majorité présidentielle élargie. Nous en sommes toujours sortis jusqu'à ce que nous battions, n'est-ce pas, le soir du 26 février 2000, Abdou Diouf, pour exercer le pouvoir en 2000. Le 3e dialogue a eu, avec l'appel du président Macky Sall, le 28 mai 2016, rappelez-vous. Nous y avons été. Nous avons été répondre à l'appel. Et nous avons dit notre mot. Voilà. Malgré qu'il y avait des pans entiers de l'opposition qui n'étaient pas présents. Donc on ne peut pas aujourd'hui nous faire une leçon par rapport à ne pas vouloir différer à une convocation, à une invite du président de la République. Aucun parti ne peut nous faire ce reproche. C'est important. Mais je voudrais également rappeler pour vos téléspectateurs, je pense que mon ami Alassane Cissé s'est trompé tout à l'heure. Parce qu'il a parlé d'une demande de grâce qui a été faite à l'endroit de M. Karim Wade. Nullement, jamais, le Parti démocratique sénégalais ou Karim Meïssa Wade n'ont jamais demandé au président de la République une demande de grâce. C'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui a donné cette demande de grâce. C'est de sa prérogative constitutionnelle. C'est important. Vous dites également que Karim est parti de lui-même. Mais c'est faux. Les citoyens sénégalais nous écoutent. Karim a été libéré après 1 h du matin.
Il a été mis dans une voiture de l'administration pénitentiaire. À ses côtés, le directeur de l'administration pénitentiaire, avec un commissaire. Et sur le tarmac de l'aéroport, il y avait le procureur de la République de Qatar, qui était dans l'avion et il l'attendait. Et ils ont attendu que l'avion décolle pour aller rendre compte. Quel est le seul Sénégal qui est bénéficiaire, n'est-ce pas, de grâce, qui ne va pas librement à ses besoins, qu'on interdit d'aller chez lui, qu'on interdit d'aller voir ses militants, qu'on interdit d'aller voir son marabout, et vous dites qu'il est parti de lui-même. Dans quel Sénégal êtes-vous? Soyons sérieux. Soyons sérieux quand même. Voilà les faits. Et aujourd'hui, les visiteurs du soir de son Excellence Macky Sall nous disent que le président dit que quand il reviendra, alors il va le contraindre par corps parce qu'il doit à l'État 138 milliards. Alors, combien de commissions rogatoires ont été faites? Vous avez pris l'argent du contribuable sénégalais. Vous avez envoyé ce que vous dites, avocats de l'État, faire le tour du monde, faire le tour de toutes les banques occidentales. Aucun GOPEC, un seul petit franc n'a été vu dans un compte que Karim détenait. Et le parquet financier de Paris a dit qu'aucun franc n'est ici dans aucune banque de la planète concernant Karim Wade. C'est une évidence. Soyons sérieux. Donc Karim ne doit aucun GOPEC à l'État. Ces 138 milliards, c'est du vent. C'est un mensonge d'État. Alors, vous avez également dit que nous ne devrions pas ne pas aller au dialogue. Mais le dialogue est traité, je l'ai défini tout à l'heure. C'est une concertation technique entre les partis politiques autour du fichier électoral. Même si vous voulez en faire un dialogue, pour nous ce n'est pas un dialogue. C'est important. Ensuite, nous avons affaire à quelqu'un qui se dédie le plus naturellement du monde. Et un ami marabout me disait, si quelqu'un vous dit des choses aujourd'hui et que demain il change de parole, soyez méfiants. Le président Macky Sall nous avait dit qu'il allait faire 5 ans pour son mandat là. Il avait dit qu'il allait faire 5 ans pour son mandat. En fin de compte, il est en train d'exercer les 7 ans. C'est vrai qu'il a été élu pour 7 ans. Mais c'est lui qui a eu pris sur lui la responsabilité de dire je vais réduire mon mandat. Il a dit sur les perrons de l'Élysée, il a dit à l'Union africaine, il vous l'a dit, vous, ces militants et en tout cas partenaires politiques, il vous a même interdit d'en parler. Il a dit, c'est moi qui l'ai dit, je vais me l'appliquer. Voilà son expression. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de continuer un mandat illégal et illégitime. Parce que véritablement, il a vomi, il a mangé ses vomissures. Ça, c'est un fait. Donc, pour ce qui concerne, vous savez, le PDS est contre l'injustice. Que Khalifa ait à un certain moment donné, soit de votre camp, et qu'il laisse pourrir les affaires concernant le PDS, c'est une autre affaire. Mais nous combattons la forfaiture. Et quand les Sénégalais sont dans des difficultés judiciaires, sans que cela ne repose sur une loi, nous condamnons. L'article 61 de la Constitution ne permet pas aujourd'hui au pouvoir de laisser aujourd'hui Khalifa Sall dans les geôles. L'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une loi organique, combinée, font que Khalifa devrait sortir. Même si vous devrez le poursuivre. En ce moment-là, vous faites ce que le ministre de la Justice vient de faire, c'est demander son immunité parlementaire. C'est quand même paradoxe. C'est paradoxal que vous demandiez aujourd'hui la levée de l'immunité parlementaire de quelqu'un qui est déjà en prison. Ce n'est pas possible quand même. Franchement, c'est quand même paradoxal. Alors je pense que franchement, il faudrait revoir les choses. Ensuite, vous dites que le président Macky Sall devrait être l'arbitre. Mais parce qu'on l'a laissé arbitre, que ces élections se sont passées comme elles sont passées. Vous avez remis en selle, alors les fameuses ordonnances de 93 qui sont revenues sous un autre angle avec les ordres, avec les comment vous appelez encore, les ordres de mission. Et vous en avez voté à la pelle. C'est extrêmement dangereux. C'est de cet arbitrage-là qu'on ne veut pas. Aujourd'hui, Ali Ngouille Ndiaye a remplacé Abdoulaye Daouda Diallo. Mais c'est du blanc bonnet et du bonnet blanc. Ils sont tous membres du secrétariat exécutif national de l'APR. Ils sont tous des maires. Ils se retrouvent à l'association des maires du Sénégal. Ils sont tous ministres de la République. Ils se retrouvent tous les mercredis au palais pour les conseils des ministres. Donc ils ont les mêmes intérêts politiques. Les personnes d'Abdoulaye Daouda Diallo ou de Ali Ngouille Ndiaye ne nous intéressent pas. C'est une question de principe. C'est pour cela que nous avons demandé à ce qu'on ait un organisme indépendant ou tout de même une personnalité neutre
consensuel entre l'opposition et le pouvoir pour que cette personnalité consensuelle-là puisse quand même diriger l'aspect concernant les élections. Aly Ngouille Ndiaye peut être resté ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Cela ne nous dérange pas. Mais l'aspect lié aux élections, qu'on puisse les enlever et les donner à une personne consensuelle. C'était le cas en 2000, avec Abdou Diouf, lorsqu'il a mis le général Cissé. On a eu l'alternance. C'était également en 2012, lorsque vous, hier, récusiez justement Ousmane Ngom en termes de ministre de l'Intérieur. Le président Abdoulaye l'a changé. Il a nommé Cheikh Gueye, qui était alors directeur général des élections, inspecteur général d'état de fonction, comme ministre chargé des élections. Alors comment pouvez-vous aujourd'hui récuser ce que vous demandiez hier, alors que c'est cela qui vous a donné la possibilité de jouer au pouvoir? Voilà une aberration. Voilà, messieurs, les questions sur lesquelles on doit discuter de façon claire, de façon objective. C'est pour cela, nous, par rapport à cette affaire, nous ne pouvons pas reculer. L'arbitrage de Macky Sall est un arbitrage partisan. Et nous ne saurons lui faire confiance parce que voilà les faits qui nous a... Voilà, justement, Alassane Cissé, tu vois, hein, comme vous le voyez, M. Ba a évoqué un certain nombre de faits, alors qui font que, naturellement, l'opposition ne peut pas avoir confiance à ce dialogue-là. Ou bien ne croit pas que cet appel soit sincère. Vous savez, les fonds, les choses dont il a parlé, les ordres de mission, allez voir les résultats des élections de 2009. Vous verrez des ordres de mission. Ne ramenez pas en arrière. Attendez. Non, vous dites une chose qui a toujours existé. Que le code électoral, à son article 60, a réglé. Donc, vous dites une chose qui existe et qui a toujours existé. En 2009, il y avait eu des ordres de mission. Khalifa Sall avait gagné. Personne n'avait crié au scandale. En 2014, idem, il avait gagné, personne n'avait crié au scandale. Oui, mais est-ce que vous pouvez avoir, un dialogue? Vous voulez remettre le consensus de 92 sur ça. La deuxième chose, c'est que Karim a été condamné à 6 ans de prison et 138 milliards. Il doit à l'État du Sénégal 138 milliards. C'est un mensonge d'État. S'il ne paye pas, vous savez... Mais vous n'êtes pas là. C'est un mensonge d'État. Je le dis publiquement ici. Souffrez en silence. Non, écoutez. J'ai souffert en vous écoutant. Non, respectez-moi, au moins c'est respecter les... Respectez-moi et respectez les auditeurs. Vous n'avez pas à vous emporter. Moi, je vous ai écouté, j'ai souffert en silence. Alors, souffrez. Il nous doit 138 milliards. Il a été condamné à payer 138 milliards. Quel que soit, s'il ne paye pas l'argent, il y aura une contrainte par terre. Vous dites Khalifa Sall, mais il y a une jurisprudence Khalifa Sall en 93 à l'Assemblée nationale. Donc n'amenez pas des trucs qui n'existent pas. Vous savez, nous avons appelé au dialogue. Parce qu'il y a eu, nous sortons des élections où il y a énormément de listes. Ce qui a causé de véritables désagréments. Il faut que les acteurs politiques se mettent autour de table pour être d'accord sur une chose. Il y a aussi le statut du chef de l'opposition. Il faut qu'on en discute. Qui sera chef de l'opposition? Est-ce que c'est le chef de la majorité, celui qui a la majorité dans l'opposition, ou bien ça sera celui qui vient en deuxième position lors d'une élection présidentielle? Il faut qu'on en discute. Ça, ce sont des éléments qui nous permettent de discuter. Plus l'affaire de Touba avec les intempéries qui ont causé des dégâts. Pour qu'il y ait des émeutes sur les élections. Parce que vous achetez aussi le thème qu'il a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus d'un ministre de l'Intérieur chargé d'organiser des élections, que ces ministres ne soient plus de la paire. Je vais en venir. Ça, c'est une question fondamentale. Je vais en venir. Laissez-moi terminer, je vais en venir. Pour nous, c'est ça le but du dialogue. Maintenant qu'on nous parle d'un ministre de l'Intérieur neutre, il n'y en a pas. Nous savions bien, bel et bien, vous le savez, bel et bien que Cheikh Gueye était sous la coupole de Ousmane Ngom. Cheikh Gueye n'avait aucune emprise sur la police et les forces de l'État. C'était Ousmane Ngom qui organisait les élections via Cheikh Gueye. Vous savez, le non-alignement est un alignement. Cheikh Gueye était un inspecteur d'État aligné autour de l'État. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a nommé. Il n'est pas neutre, il a des opinions. Il n'y a aucun Sénégalais qui n'a pas d'opinion politique ou religieuse. Alors arrêtez de dire une personne neutre. Nous avons un système qui, s'il est perfectionné, personne n'a besoin de crier au loup. C'est le système qu'il faut revoir. À chaque élection, il va falloir qu'on s'assoie, qu'on discute pour perfectionner le système électoral. Aucun système n'est immuable. Il faut le perfectionner tout le temps pour arriver à une démocratie
réel. Voilà, donc moi je crois que c'est ça le but de notre appel, de notre dialogue. Maintenant, si vous le ratez, vous ratez le train de l'histoire, comme vous avez l'habitude de faire la politique de la chaise vide. Voilà, Michel Hassan Ba, est-ce que vous ne donnez pas raison quand même à tous ceux qui disent que tout ce qui intéresse le PDS, c'est Karim Wade, et puis que voilà, à chaque fois qu'on vous appelle, vous posez la condition Karim Wade? Écoutez, non, nous ne donnons pas raison à ces gens-là, parce que j'ai évoqué tout à l'heure les rappels que j'ai faits, rappels historiques que personne ne peut gommer. Nous avons toujours été une partie de dialogue. Ça, personne ne peut le nier. Alors, mais dialoguer, il faut être deux. L'auteur du dialogue ne nous a pas conviés autour des points précis. Aussi. On vous a parlé du fichier électoral, on vous a parlé d'élection, de fichier, oui. Je voudrais bien qu'on s'entende et que l'opinion soit éclaircie, qu'elle soit informée. Je dis bien l'appelant, le président Macky Sall ne nous a jamais dit que j'appelle l'opposition autour de tel et tel point. Il ne l'a jamais fait. Il ne nous a jamais dit que pour tel point, c'est tel ministre, pour tel autre point, c'est tel directeur, tel autre point, c'est tel citoyen. Jamais. Jusqu'au moment où nous en parlons. C'est clair. Et nous avions dit que dans ces histoires, il y a quand même des préalables à faire. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire, messieurs, venez, on va discuter sans savoir sur quoi on va discuter. Non, ce n'est pas possible. C'est fondamental. Ensuite, tout à l'heure, il a parlé de statut de l'opposition. Mais le statut de l'opposition, il existait dans la Constitution depuis 2001. Macky Sall ne l'a pas mis ici. Il l'a trouvé dans la Constitution. Tout ce qu'elle a fait, c'est de renforcer cela en créant ce qu'on appelle le statut du chef de l'opposition. Lors du référendum du 20 mars 2016, il est bon de le dire. Mais quels sont les points qui ont été appliqués depuis le référendum du 20 mars 2016? Vous parlez aujourd'hui du statut de l'opposition et vous gargarisez d'être la meilleure démocratie au Sénégal. Nous sommes dépassés par la Côte d'Ivoire qui a réglé cette question. Nous sommes dépassés par la RDC qui a réglé cette question. Nous sommes dépassés par Madagascar qui a réglé cette question. Nous sommes dépassés par beaucoup de pays qui ont déjà réglé le problème, non seulement le statut de l'opposition par des lois et décrets, mais également les textes concernant le statut du chef de l'opposition. On cesse de nous gargariser que nous sommes la meilleure démocratie en Afrique. Nous sommes derrière maintenant. Nous sommes derrière parce que nous devrions franchement être le train qui pousse la démocratie en Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes sur les derniers wagons. C'est ça la vérité. Ensuite, il a parlé tout à l'heure de questions fondamentales. Nous ne sommes pas contre des concertations. Nous ne sommes pas contre un dialogue. Il faut que ça soit très clair. Mais nous disons, il faut qu'on sache sur quoi discuter. Nous, c'est le dialogue. On nous a conviés à un dialogue. Les questions de concertation liées au fichier électoral, liées au processus électoral, c'est des questions techniques. J'ai dit tout à l'heure que chaque mois de février, c'est une obligation au ministre de l'Intérieur de le faire. Le ministre de l'Intérieur, il vient d'arriver. C'est tout à fait normal qu'il prenne contact avec ses partenaires de l'opposition. C'est naturel. Donc, en clair, il y a rien de nouveau. En clair, ce qui va se passer. Mais ça, je vous dis seulement, ce n'est pas un élément de dialogue. Oui, en clair, M. Bas, si je vous comprends bien, ce qui va se passer, la rencontre du 21 novembre, pour vous, n'est pas... Non, n'est pas un dialogue, du tout. Ce n'est pas un aspect du dialogue. Le dialogue, c'est comme cela s'est fait dans les pays que j'ai cités tantôt, autour du président de la République. Vous voulez une sorte de conférence nationale? Et je vais lui dire, je vais lui rappeler un fait. En 88, lorsqu'il y a eu des élections extrêmement graves, où les présidents Abdoulaye Wade, les Abdoulaye Bathily, les Dansoko et autres ont été pris et mis en prison à 17 h, avant même que le scrutin ne soit clos, il s'est passé 6 mois où le pays ne pouvait pas aller. C'était des problèmes. Les gens sont sortis. Vous voyez, c'était des trucs de siège. Vous voyez? Et finalement, le président Abdou Diouf, à l'époque, a pris la télévision, RTS, les cassettes sont là, il a appelé le président Abdoulaye Wade. Il dit qu'on doit discuter. Et après, ils les ont sortis de prison. Ils ont discuté. C'est cela qui a accouché au code électoral consensuel de 92, qui a produit 2 alternances politiques, en 2000 et en 2012. Et rappelez-vous, le président Abdou Diouf pouvait prendre un de ses ministres de l'Intérieur, par exemple, ou quelqu'un d'autre, lui dire présider. Non, il a pris un magistrat, Foké Bambay. Il en a fait de lui le président de la commission cellulaire, autour des partis politiques, autour de l'Union européenne, autour de la société civile, et nous avons discuté jusqu'à tomber d'accord sur le code électoral consensuel qui nous a volé aujourd'hui 2 alternances politiques. Alors, le président Macky Sall, il vient, il fait un processus unilatéral. Alors que c'est le code consensuel de 92 qui lui a permis d'être président de la République aujourd'hui. Il change les données avec son clan.
Aujourd'hui, il a cessé d'être président de la République. C'est un président de clan. Je le dis haut et fort. S'il pense maintenant qu'on gère un pays avec un clan, il se trompe. Dans une démocratie fiable et vibrante, on a toujours besoin de discussion et de dialogue entre le pouvoir et l'opposition pour préserver la paix civile, la paix sociale. On en a besoin. Nous sommes une économie très précaire et nous devons nous discuter, nous devons dialoguer pour trouver un consensus fort. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça la démocratie. Voilà, merci. On va avancer. Vous avez évoqué tout à l'heure, M. Ba, la situation financière un peu précaire. Ça, la transition donc, est toute trouvée pour parler donc, pour évoquer le deuxième thème de ce débat, à savoir la fameuse déclaration de Maître Wade qui semble irriter un peu le pouvoir, puisque Maître Wade estime alors que la situation économique du Sénégal est chaotique puisque le Sénégal a dépassé largement le taux d'endettement, ce qui est permis. Alors, M. Alassane Cissé, cette déclaration vous a fait mal, apparemment ça fait bruit et puis vous avez même envie d'en découdre avec Maître Wade autour d'un débat. Non. Sérieusement, ça ne nous a pas fait mal, mais permettez-moi de répondre d'abord. Non, on revient plus en arrière, s'il vous plaît. Il faut qu'on revienne parce que c'est eux qui avaient fait le statut de l'opposition. Mais il n'y a jamais eu de décret d'application. Pourquoi ils ne l'avaient pas fait? Nous sommes en train de régler ce problème. Pendant 12 ans, vous ne l'avez pas fait. Et pourtant, c'était dans la Constitution de 2001. Voilà, revenons maintenant. Nous sommes en train de mettre en forme cela. Merci, merci. Bon. Ouais. Vous savez, Maître Wade, il dit que la situation du Sénégal économique est chaotique. Oui, vous savez, Maître Wade est dépassé par l'économie réelle. C'est un économiste. Oui, c'est un économiste de 1956 et autres. Ils sont dépassés par l'économie maintenant. Les notions de 1956 et les notions de 2017 diffèrent beaucoup. La façon de voir l'économie diffère. Nous avons pris, nous... Il a été un ancien chef d'État. Il a été un ancien chef d'État, il peut donner n'importe quel chiffre. Mais les chiffres réels sont là. Nous ne sommes pas surendettés. Certes, nous sommes endettés, mais nous avons pris la dette pour en faire un instrument d'investissement. À travers les infrastructures, à travers le social avec les bourses familiales, à travers la santé, à travers l'éducation et la formation, à travers l'enseignement supérieur. Donc, nous ramener dans un débat de chiffres qui ne nous amène nulle part. Parce que disant que le Sénégal est à 60-61% le taux d'endettement, alors que le plafond de l'UMOA c'est 70%. C'est-à-dire que nous avons une marge énorme. Le Sénégal a une très bonne signature. Ce n'est pas pour rien que des bailleurs de fonds financent le Sénégal. Vous pensez que les agences de notation Standard & Poor's et autres qui travaillent pour les bailleurs de fonds et les fonds d'investissement vont donner une bonne note au Sénégal pour faire plaisir au président Macky Sall? Non. C'est parce que nous avions eu un programme bancable, fiable. Et ils savent que l'État du Sénégal peut payer sa dette. Parce que nous nous sommes endettés dans des ressources concessionnelles à 3%. Donc nous pouvons payer nos dettes. Il n'y a pas de péril en la demeure. Ils ont beau dire que la dette, mais nous, la dette, nous avons fait un instrument de développement. Nous n'avons pas fait comme eux en faisant un instrument de prestige. Nous avons, je vais vous donner 2 exemples. Il y a eu le FESMAN qui était parti de 10 milliards. À la fin, on s'est retrouvé avec 74 milliards. C'est une dette de prestige. Il y a eu l'ANOCI aussi. Il y aura toujours, il y a eu 27 villas présidentielles qu'on n'a jamais vues, qui ne sont jamais sorties de terre, alors que l'argent a été sorti des caisses de l'État. Et le bateau qui nous a coûté 8 milliards en une semaine. Ça, c'est des dépenses de prestige. Nous, nous avons préféré créer des postes, des pistes de production, créer des kilomètres de route, créer des écoles, rebâtir ce qu'il y avait. C'est-à-dire essayer de faire en sorte de résorber. Oui, mais Maître Wade a construit beaucoup d'écoles. Hein? Oui, mais nous, on veut résorber. Vous avez toujours des abris provisoires. Les abris provisoires et autres, mais en même temps, nous avons créé des lycées et des collèges. Nous avons bâti. Ablad, il en a construit beaucoup. Maître Wade en a bâti, mais nous aussi, nous en avons bâti. Ce qu'on a créé comme linéaire de kilomètres de route
De 1960 à 2012, il n'y a jamais eu ça. Ah bon? Il y a eu 36 km, il y a eu même pas 36 km. Nous, on est à presque une centaine de kilomètres de route en 5 ans. D'accord. Alors, donc, qu'on nous dise, parce que nous n'avons pas la même conception que de la dette. La dette, nous en faisons un instrument. Vous vous endettez pour construire, pour vous développer. Oui, parce que chaque pays... Allez, aux États-Unis, c'est le pays le plus endetté. La France aussi. Le Japon et autres. Tous se sont endettés. Maintenant, c'est l'usage qu'on fait de la dette qui est important. Nous, on s'est endettés pour booster l'économie de ce pays. C'est pourquoi, passant d'une croissance de 1,7, nous sommes à 6,5 et 2018, Inch'Allah, nous serons à 7%. Voilà, monsieur Alassane Ba, vous allez répondre à monsieur le haut conseiller. Alors, il dit qu'eux, ils s'endettent pour créer le développement, ou bien pour créer des infrastructures, là où vous autres, du temps de Wade, vous vous endettiez pour les dépenses de prestige. Ben, la question, elle est très facile à répondre, Georges. Je vais d'abord lui demander où est-ce qu'ils en sont avec les projets qui étaient dévolus aux 500 000 jeunes que Macky Sall avait promis de trouver un emploi pendant 7 ans. Le chômage est récurrent, il est là toujours, il est bloquant, il est néfaste. Il a parlé de dépenses de prestige. Quelle est la valeur aujourd'hui du centre international Abdou Diouf de Diamniadio qui a coûté 60 milliards de nos francs? Où se disent les rats et les souris le soir? Quelle est sa pertinence? 60 milliards de nos francs. Il y a des rencontres qui se tiennent régulièrement là-bas. Oui, ça, c'est quelle dépense? C'est une dépense d'investissement, ça? Mais non, cessez de parler. Vous comprenez, vous savez, il faut que vous compreniez que le président Abdoulaye Wade n'est légal d'aucun économiste de votre régime. C'est le premier professeur agrégé en économie au Sénégal, pour ne pas dire en Afrique. Et l'économie, comme le droit, c'est des trucs internationaux. Vous voyez, c'est des souverainetés internationales. C'est des domaines connus. Ça ne change pas, il y a des variations, mais ça ne change pas. Alors, j'ai ici avec moi un document de la DPE. Je vous le donne, Georges. La direction de la prévision des études économiques, qui nous dit que le Sénégal de 2016 est effectivement plus endetté qu'en 2012. Voilà la courbe. Aujourd'hui, en 2011, lorsque nous quittions le pouvoir, nous étions à 2704 milliards. 3000. 2704 milliards. Je te donne ça. Je te donne après. Tu vas vérifier avec la direction de la prévision des études économiques. Je prends les chiffres. Encore que, même ces chiffres, c'est des chiffres politiques. Parce que les chiffres officiels réels sont ceux-là que l'Agence nationale de la statistique et de la démographie donne. Voilà. Mais nous savons comment ces chiffres sont compilés et comment ils sont bloqués. C'est l'aspect politicien qui est là-bas. Nous connaissons, nous avons fait l'État. Vous comprenez? Aujourd'hui, la dette pour l'année 2017 est projetée à 5 827,36 milliards. Cela veut dire que vous avez dépassé même le double que nous avions laissé ici. Si vous dites que vous vous endettez pour construire, pour travailler, mais vous devriez faire plus que ce que nous avions fait nous. Vous devriez faire plus, c'est ça la réalité. Il a dit qu'ils ont construit beaucoup plus de... Mais non, écoutez, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait que les Sénégalais ne se nourrissaient pas de goudron. Il nous disait que le Sénégal ne se nourrissait pas d'autopont. Il nous disait que oui, il a beaucoup fait, mais les difficultés sont là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ensuite? Ils disent qu'ils ont de l'argent. Mais des questions simples. Vous devez aujourd'hui 10 milliards au monde rural. Lors du conseil interministériel du 24 septembre, que j'ai en mémoire, qui a été convoqué pour la préparation de la campagne commerciale arachidière, 5 milliards pour des factures impayées et 5 autres milliards pour des subventions liées aux OPS. Vous n'avez pas payé. Vous avez promis de régler ça avant la fin de l'année. C'est pas fait. Vous avez récemment, et même jusqu'à aujourd'hui, 5 milliards de francs pour les concessionnaires qui devraient nous ramasser nos ordures. La capitale est extrêmement sale, comme tout le Sénégal d'ailleurs. Quand quelqu'un est riche comme Crésus, je crois qu'il doit d'abord payer, n'est-ce pas, sa dette intérieure. Mais la dette intérieure, elle est insupportable aujourd'hui. Beaucoup de sociétés ferment. Sans compter ce qu'on a aujourd'hui au niveau de la dette extérieure. Mais c'est extraordinaire. Donc, si aujourd'hui, on arrive en 2017 avec 5 826 milliards,
Alors, le président Abdoulaye Wade, économiste agrégé, a parlé de 65 milliards de taux d'endettement, ce qui est quand même à 5% du pacte de convergence du critère de l'UMOA. C'est quand même dangereux. Et certains d'ailleurs, les économistes ont dit qu'il y a ce qu'on appelle les lettres de confort qui peuvent faire 5%. Ajoutons ces 5% à ces 65% que M. Wade a dit, on atteint automatiquement 70%. Donc nous sommes effectivement endettés. Aujourd'hui, nous nous endettons pour payer des dettes. Mais vous ne vous endettez pas pour faire des investissements. D'ailleurs, si vous regardez l'actuel projet de loi des finances qui est aujourd'hui en préparation à l'Assemblée nationale, dans beaucoup de postes, vous voyez des salaires, je prends un seul cas, le salaire des contractuels qu'on met dans un chapitre d'investissement. Depuis quand une dépense fixe est mise dans un chapitre d'investissement? Mais c'est quand même aberrant. Mais c'est pas possible. Donc on fait véritablement de la manipulation. On fait de la manipulation et c'est extrêmement grave. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Le Fonds monétaire international a raison de crier sur le taux de dépassement. Le Fonds monétaire international a bien fait de dire, écoutez, arrêtez, l'endettement est trop fort. Alors que nous ne voyons pas, franchement, les retombées économiques, les retombées sociales, partout, mais c'est la mort partout, c'est le crève-ventre. C'est ça le Sénégal aujourd'hui. En tout cas, M. Alassane Cissé, Maître Wade est prêt, en tout cas, à un débat. Oui, excusez-moi, une minute, Georges. Oui. Je voudrais terminer sur cette question en disant, il a dit tout à l'heure, comme ses amis d'ailleurs, que nous ne les attaquerons jamais sur les questions économiques. Le président Wade a posé un débat économique, justement. Et nous sommes prêts à en débattre avec les techniciens des personnalités concernées, que ce soit le ministère du budget ou le ministère en charge de l'économie, des finances et du plan, ou de quelqu'un autre turiféraire du régime. Nous sommes prêts. Nous avons nos dossiers. Et donc nous leur demandons d'organiser ce débat. On peut même demander à mon ami Georges, ou en tout cas à sa télévision, d'organiser ce débat. On vous a lancé ce défi et nous attendons à ce que vous le releviez. Voilà, nous sommes, de toute façon, en parenthèse, nous sommes Walf TV est prêt à organiser ce débat-là avec les techniciens et en tout cas tous vos experts. Nous attendons à ce que Maître vous le a releviez. déjà désigné son équipe d'experts, parmi lesquels certainement on peut compter Alassane Ba et autres. Alors, est-ce que vous êtes prêt aussi à relever le défi? Mais bien sûr qu'on va relever le défi, parce que notre bilan est élogieux. Ce que nous avons fait dans ce pays, nous sommes sûrs que eux, ils ne pouvaient pas faire cela. La deuxième chose, c'est que la dette, comme il dit, la dette extérieure, c'est le principal, et les intérêts. La dette, c'est sur des périodes longues ou courtes, avec un taux et un différé, soit longue ou courte. Nous avons des dettes sur des périodes très longues, avec un taux d'intérêt très bas, 3%. Donc, qu'il nous parle de dette. Vous savez, le Sénégal, son PIB n'a jamais été réévalué depuis des années. Nous allons faire une étude pour réévaluer le PIB du Sénégal. Et vous verrez que, à l'issue de cette étude, des résultats de cette étude, vous verrez que l'encours de la dette va être entre 40 et 42% du PIB. Possible. Si, parce que nous utilisons des chiffres qui datent de Mathusalem. Notre PIB date de Mathusalem, alors qu'on a créé des richesses entre 2000 et aujourd'hui. Maintenant, va falloir qu'on fasse une étude pour réévaluer ce PIB. Vous verrez que nous ne sommes pas surendettés. Nous ne sommes pas, comme vous le dites. Vous êtes le seul à le dire. Non, je ne suis pas le seul. Et je peux le défendre. Je ne suis pas le seul. Nous avons fait bon usage de la dette. Qu'est-ce que vous en avez fait, vous, la dette? Vous nous avez laissé une grosse dette. Nous avons été obligés de refaire les agrégats macroéconomiques pour que le pays soit ouvert pour pouvoir démarrer le plan Sénégal émergent. Parce que, quoi que vous disiez, ce plan Sénégal émergent découle d'une vision politique qui était le Yonou Yokuté, qui a été décliné en programme. Il a été décliné en programme de développement économique et social. C'est ça qui a donné le plan Yonou Yokuté. Et nous sommes dans nos prévisions. Au départ, quand on commençait le plan Sénégal émergent, on s'était dit que d'ici 2018, il faut qu'on soit à 7% du PIB. Mais nous sommes à 6,8 en 2017. D'ici 2018, on sera à 8% ou 7%. Donc nous n'avons pas la même vision. Nous n'avons pas la même façon de faire. Nous n'avons pas la même démarche. Mais nous voulons vous associer
pour que vous ne ratiez pas le train de l'histoire à ce que nous faisons. Parce que nous voulons que ce Sénégal se développe. Nous voulons qu'il y ait une synergie autour des actions du président. Nous voulons qu'on discute économie, qu'on discute social, qu'on discute de tout. Mais vous n'êtes pas prêts. Vous faites des annonces à l'emporte-pièce. Là, M. Alassane Sissé, comme vous voulez les associer à ce que vous faites, je crois qu'il ne faudrait pas quand même s'énerver quand l'ancien président... Non, nous, on ne fait pas de... On ne les appelle pas pour qu'ils fassent de l'entrisme, comme ils ont l'habitude de le faire. Non, on les appelle à voir comment développer ce pays. Comment est-ce que vous travaillez? Nous, comment on travaille, et eux, comment ils souhaitent que... Quelle trajectoire ils souhaiteraient que nous prenions. On va associer le tout. Vous savez, dans ce monde, il n'y a plus... rapidement, Michel Alassane, une école qui prédomine sur l'autre. Il y a même quelqu'un qui a dit, un responsable de la paire, qui dit que c'est tout simplement si Maître Wade a sorti cette déclaration parce que tout simplement émerveillé par les réalisations de son successeur. Mais écoutez... Et qu'il estime peut-être que comment il a pu réaliser tout ça, c'est avec... Mais Georges, entre nous, vous êtes la télévision Walfadjri, prenez un caméraman, faites le tour. Aucune réalisation de Macky Sall ne peut émerveiller le citoyen lambda, à fortiori nous qui avions été aux affaires. Franchement, il n'y en a pas. Et il m'a rappelé tout à l'heure un acte important parce qu'il a parlé de Yono Yokouté. Mais Alassane, je sais que vous n'êtes pas de la paire. Vous êtes un parti qui est membre de Benno Bokk Yakaar. Vous ne connaissez pas, vous n'avez pas certainement lu le programme électoral Yono Yokouté. Parce que dans ce programme-là, Macky Sall avait dit que dès la première année d'exécution, il atteindrait 7% de taux de croissance. Ça est dans son programme. Quand est-ce qu'on a commencé à écoutez, non, attends, c'est en 2012. S'il te plaît, moi je parle de Yono Yokouté. Entendons bien. Vous avez parlé de Yono Yokouté. C'était pour te rappeler et te réfléchir à la mémoire. De même que la mémoire de nos Je fais partie des gens qui ont travaillé sur le programme Yono Yokouté. S'il te plaît, mais écoute-moi. Voilà. Donc il a dit dès la première année d'exécution, il atteindrait ce taux-là à 7%. Jusqu'ici, il n'a pas atteint. On est en train de Est-ce qu'il l'avait dit? Maintenant, dans son programme Yono Yokouté, il faut bien le relire. Désolé. Oh, mais c'est dommage. C'est dommage. Ensuite, les 7%, vous les avez assignés pour le PSE pour 7 ans. Vous n'êtes pas ambitieux. Vous n'êtes pas ambitieux, justement. Parce que vous n'avez pas de bons techniciens financiers. Vous n'avez pas des économistes. Vous faites du surplace. Vous avez des épiciers. C'est malheureux, mais il faut le dire. Votre musulman, c'est un épicier. Il n'est pas économiste. Vous ne connaissez pas. C'est ça. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure des rubriques qui devraient être mises dans le chapitre de dépenses. On les enlève du chapitre de dépenses, on les met dans les chapitres d'investissement. Le salaire des contractuels ou des corps émergents. C'est quand même grave. Voilà comment, par des écritures, n'est-ce pas, on manipule le budget, on le rend insincère. Et je pense d'ailleurs que nous devrions l'attaquer pour inconstitutionnalité, pas c'est une loi. Voilà, justement, Alassane, quelques minutes pour répondre. Vous savez, il mettait le salaire des instituteurs dans les dépenses de matériel. Ah si, vous mettez ça dans le matériel. Jusqu'en 2012, vous mettez ça dans le matériel. Vous vous rendez compte? Nous, on a dit que c'est un investissement qu'on fait sur des Sénégalais. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'on l'a mis dans le dépense d'investissement. La deuxième chose, rapidement. Vous savez, des intellectuels comme vous ont construit le Titanic et ça a coulé. Des amateurs comme nous ont construit l'arche de Noé. Et l'arche a vogué de mer à mer. Nous allons voguer de mer à mer et nous vous laissons dans vos rêves d'intellectuels. Voilà, merci. On me signale que le temps qui nous était imparti est terminé. Merci à mes chers invités. Je veux parler de M. Assane Ba. Je rappelle qu'il est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Merci à M. Alassane Sissé. Il est membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, aussi secrétaire général du nouveau parti, membre donc de Benno Bokk. Cheikh Tidiane Ndiaye, Cheikh Tidiane Diop. Merci à Oustaz Assane pour la réalisation. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Passez une excellente semaine, un excellent week-end avec les programmes de Walf TV.